Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous voilà ce soir réunis dans une webconférence à l'occasion de notre Assemblée Générale. Alors, j'espère entre nous que ce sera la première fois dans l'histoire du groupe Thermador que nous faisons une webconférence pour notre Assemblée Générale. J'espère que ce sera la dernière, parce que ce sont les circonstances qui nous ont imposé ce format web. Mais rassurez-vous, l'année prochaine, on reviendra à un format plus normal, parce qu'on souhaite revenir à des choses plus physiques, de manière à vraiment vous rencontrer, pouvoir échanger au cours d'un cocktail après cette assemblée. Mais cette année, compte tenu des circonstances, nous utilisons ce format-là. Alors quand même, il y a quelques personnes qui sont présentes physiquement ce soir. Nous sommes situés à Saint-Quentin-Fallavier et sont présentes les scrutateurs, Cyril qui est aux opérations, hein, notre technicien pour ce soir, mais qui est également un salarié de Opaline. Arlette qui sera là pour prendre la parole des actionnaires. Tout ce que vous direz sur le chat, Arlette le reprendra. Et puis Jean-François Bonnefond et Patricia qui seront les deux scrutateurs. Je souhaite remercier tous ceux qui sont là présents avec nous ce soir au travers du web et tout particulièrement 3 des 5 fondateurs qui sont je sais, inscrits sur cette conférence, mais également certains de leurs enfants qui sont inscrits, des salariés, les actionnaires principaux qui sont inscrits et qui ont voté. Et c'est vrai que vous avez globalement beaucoup participé aux votes qui ont eu lieu avant cette Assemblée Générale à huis clos. Et nous allons maintenant revenir auprès de Patricia sur les résultats de ces votes et savoir si le quorum a été atteint, Patricia. Je rappellerai quand même que Votaccess, que nous avions mis en place il y a plus de 3 ans maintenant, nous a permis d'avoir finalement énormément de votes à distance et de votes qui nous ont permis d'arriver à un quorum, le quorum suffisant pour tenir cette Assemblée Générale, puisque c'est une Assemblée Générale mixte et nous devions avoir un quorum de plus de 25%. Et ce soir, nous avons un quorum avec vos votes à distance et votes par correspondance qui représente 65,80%. Donc 745 actionnaires et 5 993 360 actions. Donc cette Assemblée Générale peut valablement se tenir à distance, mais elle peut se tenir. Donc la constitution du bureau vous est présentée. Donc nous avons notre président qui sera Guillaume Robin ce soir, président donc, du bureau, une secrétaire qui sera moi-même, Patricia Mavigné, et deux scrutateurs qui sont donc Arlette Berliocchi, donc directrice générale d'Opaline, notre société de communication, et Jean-François Bonnefond, directeur général délégué de Thermador Group, et également PDG de notre filiale Jetly qui nous accueille aujourd'hui. Donc l'Assemblée générale peut se tenir et peut démarrer. Donc cette assemblée démarre valablement et nous allons, comme l'année dernière, démarrer avec nos salariés. Préalablement, je souhaiterais vous dire que les administrateurs sont également présents et peuvent intervenir sur le chat, les administrateurs, mais également le comité exécutif. Donc si vous souhaitez intervenir auprès des administrateurs, leur poser des questions, voir le comité exécutif, les dirigeants de filiales, n'hésitez pas, ils sont présents sur le chat ce soir. Donc les salariés, première chose que nous souhaitons évoquer ce soir, et tout particulièrement nos salariés qui sont dans la difficulté. Bien évidemment, un mot pour Alexis qui est en longue maladie et qui lutte courageusement contre sa maladie. Et nous avons également une pensée pour les salariés espagnols. Alors, vous savez que l'Espagne est durement touchée par le coronavirus. Beaucoup de nos salariés espagnols ont été touchés par cette maladie. Fort heureusement, pour l'instant, pas de cas graves. En tout cas, nous avons une pensée pour l'équipe de Mercedes. Nous leur souhaitons de se rétablir rapidement et de pouvoir reprendre l'activité en Espagne. Alors, on parle de nos salariés parce que si nous avons réussi une très belle année 2019, c'est grâce à eux, grâce à leur implication, à leur fidélité, à leur professionnalisme. Et ils nous l'ont démontré encore une fois en début d'année 2020. Et vous avez peut-être pu le voir en lisant le communiqué de presse que nous avons publié ce matin, puisqu'ils ont réussi à intégralement souscrire à l'augmentation de capital qui leur était réservée à hauteur de 1%.
Et donc c'est un vrai succès, grâce à vous, puisque vous avez voté favorablement l'année dernière pour cette résolution. Ils ont pu accéder à 1% du capital supplémentaire au travers d'une action qui a été menée au sein du FCPE. Alors, ils ont bénéficié certes d'une décote importante de 40%, mais ils se sont investis pour une durée de 10 ans. Donc, merci pour cette confiance, sachant qu'en plus, ils ont fait cette opération dans une période extrêmement chaotique au niveau boursier, vous avez pu le voir. Mais bon, la confiance est là et ils vont pouvoir monter un petit peu plus au capital et nous le verrons tout à l'heure quand nous parlerons de la répartition du capital. Donc nos salariés et nous allons enchaîner sur un thème qui nous est cher puisque c'est notre premier outil de communication vers vous, l'URD. Alors on appelle ça, ça a changé de nom, c'était le rapport annuel, ça s'appelle l'URD. Patricia, fais-nous des commentaires sur ce sujet. Donc je pense que vous avez tous reçu ce qu'on appelle le rapport annuel, mais qui maintenant est notre document universel, notre document d'enregistrement universel. Donc c'est une modification qui date de juillet 2019. Et dans ce document, l'intérêt c'était d'avoir une organisation de l'information qui soit plus synthétique et dès les 10 premières pages, permettre à chaque actionnaire investisseurs institutionnels de trouver les informations clés et quelle que soit la société finalement cotée, de trouver exactement la même organisation d'information. Donc dans les pages qui ont été rajoutées et qui sont à souligner, on pourra présenter la page numéro 10 de notre URD 2019 qui présente en fait la stratégie, donc la stratégie du groupe et de ses filiales sur une période longue, à moyen long terme. Donc Guillaume vous en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Ensuite, nous avons mis en avant nos critères extra-financiers. Donc, pour ceux qui étaient actionnaires depuis un certain temps, vous aviez l'habitude de voir nos critères clés financiers. Et maintenant, nous avons sélectionné les chiffres extra-financiers que nous allons suivre à travers le temps avec des objectifs d'amélioration. Ensuite, nous avons l'organigramme donc, de la gouvernance, donc qui est page 22 de notre document, qui vous présente à la fois notre conseil d'administration et notre comité exécutif. Et pour deux éléments supplémentaires, donc c'est notre déclaration de performance extra-financière. Donc cette déclaration, donc nous l'avions déjà présentée en 2018, mais de façon volontaire, puisque nous n'avions pas franchi le cap des 500 salariés. En 2019, nous avons franchi ce cap des 500 salariés et nous avions donc l'obligation d'émettre une déclaration de performance extra-financière en présentant nos facteurs de risque liés à tout ce qui concerne la gouvernance, l'environnement, le social et montrer comment à travers le groupe, à travers notre gouvernance, à travers nos salariés, toutes les initiatives tournées vers l'environnement et vers la partie sociale qui est vraiment très forte au niveau du groupe. Et pour finir, donc ça c'était le chapitre 4, on a une présentation synthétique de nos facteurs clés liés à nos marchés, à nos activités, à notre organisation. Et parmi ces facteurs, nous avions souligné notre dépendance à la Chine et à l'Italie. Et effectivement, on a pu… Tu parles des facteurs de risque, là. Je parle des facteurs de risque. On a pu, voilà. C'est pas qu'on était un peu… Oui, c'est vrai qu'on a, sur ces facteurs de risque, insisté parmi les facteurs de risque sur le risque géopolitique. On y reviendra tout à l'heure. Et vous verrez que dans ce risque géopolitique, on mentionne les approvisionnements en Chine et en Italie. On a été quasiment devin sur ce qui allait se passer en 2020. Donc pour revenir sur nos chiffres clés extra-financiers, donc nous en avons sélectionné 6 qui pour nous sont, voilà, ce que je disais, c'est qu'on se fixe des objectifs avec des plans d'action, donc c'est ce qui va se mettre en place. Donc au niveau social, l'ancienneté moyenne. Donc nous n'avons pas un turnover très élevé au niveau de Thermador Group et au niveau de nos équipes et nous souhaitons continuer de travailler sur une ancienneté forte, une adhésion forte de nos équipes à travers tout ce qui concerne la qualité de vie au travail. Donc ça c'est un élément clé. Les femmes à des postes de direction, nous avons 35%
des postes de direction qui sont occupés par des femmes. Donc on remarque une certaine stabilité sur ce critère sur les 3 dernières années. L'absentéisme, puisque l'absentéisme, c'est aussi le reflet de la qualité de vie au travail, des conditions de travail dans les différentes filiales qui constituent notre groupe. Donc là, absentéisme, on est sur un taux à 4%, qui est en légère augmentation. Donc là, c'est revoir les conditions de travail, revoir qu'est-ce qui peut expliquer en fait ces arrêts maladie ou accidents de travail s'il y en a. Ensuite, le quatrième concernant les salariés, ça concerne la formation dispensée. Donc la formation dispensée, nous sommes à 86% de nos salariés qui ont été formés en 2019. C'est un taux qui est en augmentation par rapport à 2018, puisqu'on était à 67%. Bon, l'effort de formation, la formation a toujours été jugée comme étant très importante dans chaque filiale, puisque pour conserver nos équipes en place, il faut faire évoluer les métiers, il faut évoluer les compétences. Mais l'accélération en fait, en 2019 est surtout liée à une formation sur la mise en place d'un dispositif anticorruption, puisque nous avons travaillé sur l'application de la loi Sapin 2 et nous avons formé plus de 90 personnes à cette loi anticorruption pour sensibiliser tous les cadres des différentes filiales. Donc ça explique majoritairement l'augmentation à 86%. Ensuite, les déchets, nous sommes dans une activité de logistique. Donc nous avons de réception des produits, des palettes, tout ce qui concerne l'emballage. Donc ces déchets, le papier également. Donc nous avons travaillé en 2018 sur le référencement de 2 prestataires au niveau du groupe pour le traitement de déchets, pour nous permettre de travailler avec des prestataires qui recyclent nos déchets. Et cette sélection nous a permis d'avoir une augmentation de notre taux de revalorisation des déchets qui est maintenant de 81% en 2019 contre 58% en 2018. Ensuite, l'autre aspect sur lequel nous avons travaillé, c'est la partie consommation électrique ou consommation de gaz, puisque nous utilisons ces modes d'énergie en fait, dans nos bâtiments, logistiques et bureaux. Donc là, nous avons signé en fait, un contrat avec EDF pour une grande partie de nos filiales. Donc c'est un contrat d'énergie verte qui nous permet d'avoir l'assurance que EDF derrière, via en fait, notre consommation électrique, investit dans le développement des énergies renouvelables. Donc là, si on regarde la part des énergies renouvelables, en 2019, nous sommes à 61%. Contre 36% en 2018. Donc je vais passer la parole ensuite à Guillaume. On va revenir sur les métiers du groupe. Alors, nos métiers. Vous voyez sur cette diapositive globale, que vous retrouvez également dans notre rapport annuel, que les métiers du groupe sont divers. Et ce que je souhaiterais souligner avant de rentrer un petit peu dans les détails, c'est que sur l'année 2019, nous avons constaté que toutes les filiales étaient en progression à périmètre constant, ce qui est assez rare finalement à souligner. Et donc ça souligne également la bonne performance de cette année. Alors on va démarrer par le métier de la grande surface de bricolage, les marchés B2B, 2C, c'est-à-dire que ce sont des clients qui s'adressent à des consommateurs. Nous avons 4 sociétés, 4 enseignes dans ce marché-là, Mecafer, Domac, Dipra, Rousseau. Un marché en 2019 plutôt positif, c'est-à-dire que globalement les grandes surfaces de bricolage ont vu leur chiffre d'affaires progresser légèrement et des performances très bonnes en ce qui concerne Mecafer et Domac. Vous voyez ces performances détaillées dans notre lettre aux actionnaires numéro 96 que vous avez déjà reçue et une stabilité du chiffre d'affaires d'Ipra Rousseau, sachant que cet ensemble d'Ipra Rousseau s'est hissé quasiment à 55 millions. Et je vous rappelle que le projet que nous avions quand nous avons fait l'acquisition de Rousseau fin 2018, c'était à terme, et c'est toujours, de faire de ces 2 sociétés une entité unifiée. Donc c'est en chemin, ce n'est pas simple, mais nous avançons dans cette voie-là. D'ailleurs, à ce sujet-là, je souhaiterais souligner l'arrivée chez Rousseau d'une jeune dirigeante
Laure Empereur, qui nous a rejoint au mois d'octobre dernier. Donc bienvenue à elle. Elle est également présente sur le chat ce soir. Donc si vous voulez lui poser des questions directement, vous pouvez. Si vous voulez voir son profil, vous le retrouverez dans l'URD, rapport annuel. Donc bienvenue à Laure, et c'est sa première assemblée générale du groupe Thermador cette année. Ensuite, nous sommes sur un marché direct fabricant avec notre filiale Isocel, qui a fait une excellente année, et notamment parce que certains de ses clients sont sur le marché de la pompe à chaleur, donc année record pour Isocel. Puis deux sociétés qui travaillent dans le domaine de l'eau, et de l'arrosage, des piscines et des relevages d'eau usée. Voilà, il faut avancer sur la diapo. Voilà. Aelo et Jetly dans le domaine professionnel. Soulignons l'excellente performance d'Aelo. Alors, vous allez me dire, c'est comme l'année dernière, c'est excellent. Mais ce n'est pas parce que c'est comme l'année dernière qu'il ne faut pas le souligner tous les ans, puisque cette société est jeune et qu'elle continue à progresser très rapidement, qu'elle trouve une rentabilité très convenable pour une société de son âge. Donc, encore bravo à Aelo pour ses performances exceptionnelles en 2019, et une bonne performance de Jetly, qui est une des grosses sociétés du groupe, qui a fait une croissance organique proche de 5%, donc ce qui est très bien. Ensuite, vous avez toutes les filiales qui travaillent dans le métier des bâtiments et qui livrent des grossistes en sanitaire chauffage. Là, il faut changer la diapositive, voilà. Et donc, vous retrouvez 5 sociétés. Les faits marquants 2019 dans ces grands marchés-là, il y en a quelques-uns, et notamment la progression du marché de la pompe à chaleur et la progression très forte sur ce marché-là, sur le marché des accessoires de notre filiale Thermador, qui a profité, je dirais, de cette accélération de ce marché de la pompe à chaleur. Alors, ce marché-là a été nettement favorisé par le CITE, un crédit d'impôt pour la transition énergétique. Alors, ok, c'était quelque chose de favorable pour Thermador, mais il a quand même fallu savoir livrer les clients, et Thermador a su le faire grâce à des relations fournisseurs excellentes, des relations clients, une bonne logistique. Donc bravo pour cette performance hors norme. Nous soulignons également sur ce marché-là l'excellente croissance d'Accélère. Vous savez, cette jeune société qui vend des matériels pour la circulation d'air dans les bâtiments, puisqu'elle s'est hissée à une croissance de chiffre d'affaires quasiment de 37%. Donc, encore une fois, c'est des sociétés qui croissent très vite tous les ans, mais ça mérite d'être souligné parce que ce n'est pas simple de se faire une place sur ces marchés-là. Et enfin, un mot sur les marchés industrie qui ont été globalement très porteurs pour Thermador au travers des 5 sociétés et maintenant 6 avec Distrilabo qui interviennent sur ces marchés-là. Donc un marché porteur pour le groupe Thermador et des performances toujours assez exceptionnelles de Saifco, notre société qui s'occupe de l'international à partir de la France. Rappelez-vous, Saifco s'appelait l'année dernière Thermador International et a maintenant changé de nom. Et la croissance organique de Sodeco, notre société belge, qui reprend cette année un rythme de croissance organique tout à fait convenable, ce qui nous satisfait pleinement. Je dois également souligner les excellentes performances des sociétés historiques du groupe, Sferaco et Sectoriel, qui non seulement progressent en chiffre d'affaires, mais également en résultats, et vous pouvez le voir dans le rapport annuel, ce sont des sociétés qui sont rentables et qui avancent à la fois en chiffres et en résultats. Donc bravo à tous et à toute l'équipe de la robinetterie industrielle, parce que vous faites globalement une année excellente, avec un travail d'équipe qui amène des synergies et des perspectives. Ensuite, nous allons revenir sur l'activité, mais avec un regard qui est posé sur les marchés. Donc c'est la prochaine diapositive que vous allez voir apparaître. Je pense qu'on présente Distrilabo avant. Ah, j'ai oublié Oui, merci Patricia. Nous avons réservé un petit instant pour un film qui a été fait par Distrilabo et qui va vous permettre de découvrir les compétences de cette société qui nous a rejoints et qui a rejoint par la même occasion le groupe des sociétés qui s'occupent de l'industrie. Et nous allons donc regarder ce film-là. Distrilabo est située en Alsace. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 5,5 millions
et elle emploie une vingtaine de personnes. Elle se distingue sur son marché par une très très forte compétence sur les produits qu'elle commercialise. Et là, vous voyez dans cette vidéo tout le savoir-faire de Distrilabo et particulièrement son savoir-faire au niveau du laboratoire. Alors, Distrilabo, c'est la vente de matériel pour la mesure et le contrôle de la pression, de la température, des niveaux et des débits pour les fluides, à la fois dans le bâtiment et l'industrie. Et dans ce laboratoire, on peut étalonner la pression, c'est-à-dire qu'on va fournir à nos clients des manomètres étalonnés avec des certificats, étalonner la température, monter des séparateurs sur des manomètres, pressostats et capteurs de pression, faire du service après-vente, bien entendu, calibrer les sondes de température et les capteurs de pression, faire du contrôle qualité, et tout ça dans un délai assez court, avec un niveau de service très haut. Donc vous voyez des compétences sur des matériels qui ont beaucoup d'importance pour nos clients industriels, mais également les clients qui sont dans l'univers du génie climatique, parce que l'exactitude des données qu'on va remonter sont vitales, cruciales pour l'efficience des systèmes qui sont installés à la fois en génie climatique et en industrie. Je dirais que l'intégration du Distrilabo se passe extrêmement bien. Nous avons affaire à une équipe très volontaire, très réactive, très sympathique, ce qui n'enlève rien. Et je vous rappelle que les dirigeants actuels ont décidé de nous accompagner en 2020 et ensuite céder la direction opérationnelle à une jeune équipe qui est déjà en place. C'est Xavier Isaac, PDG de Sectoriel, qui est en ce moment, qui a été nommé président de Distrilabo pour assurer la bonne harmonie, la bonne transition des informations, la bonne intégration de Distrilabo au sein du groupe. Voilà, et donc maintenant cette fameuse diapositive sur nos marchés. Vous retrouvez quelque chose que vous connaissez depuis longtemps, puisque nous intervenons au travers de 4 marchés principaux dans le groupe Thermador. Le marché historique dans le bâtiment, 44% de notre activité. Vous voyez sur cette diapositive qu'il y a beaucoup de filiales qui interviennent dans ce marché, dont Distrilabo, qui intervient à la fois en bâtiment et en industrie. Ce marché a été marqué en 2019 par une stagnation de la mise en construction de logements neufs. Pour autant, nous avons réussi à faire de la progression alors que le logement neuf était, je dirais, en légère diminution. Ça montre sans doute que nous vendons essentiellement des matériels pour la rénovation et l'entretien. Voilà pour... et oui, et j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle à ce moment-là. L'événement majeur dans le bâtiment, c'est l'avènement de la pompe à chaleur et donc la forte présence du groupe Thermador dans ce marché. Les pompes domestiques, ce sont des pompes d'arrosage, des pompes de relevage d'eau usée et des pompes qui sont faites pour la récupération d'eau de pluie. Sur ces, j'ai oublié les pompes de piscine, excusez-moi. Sur ces marchés-là, nous avons noté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une forte progression d'Aelo dans le marché de la piscine, marché qui s'est révélé dynamique en 2019. Alors, ce marché des pompes domestiques, c'est un marché qui est sujet à la météo, puisque si nous avons un été chaud et sec, nous avons forcément un effet positif sur les ventes de pompes d'arrosage sur lesquelles nous sommes positionnés. Et vous voyez que sur ce marché des pompes d'arrosage, Dipra et Jetly interviennent, Dipra en GSB, Jetly dans le marché professionnel. Ensuite, le marché du gros outillage qui est représenté par Mecafer, qui a fait une excellente année, et Sectoriel qui vend également des compresseurs, mais destinés aux professionnels. Sectoriel qui, dans ce marché-là, a fait de très bonnes performances en 2019. Et ensuite, le marché industrie. Alors, ce vaste marché industrie a le gros intérêt d'être très varié, puisque nous nous adressons aussi bien aux industries chimiques, pétrole, agroalimentaire, pharmacie. Et vous voyez que quand un secteur va moins bien, l'autre fonctionne. Donc, on a sur ce marché vraiment de belles perspectives, sachant que nos parts de marché en France commencent à être significatives.
En revanche, en Europe et en Afrique, je considère que ces parts de marché restent modestes et donc de fort potentiel de progression. Voilà les commentaires que je pouvais amener sur nos performances en 2019 sur ces différents marchés et les événements majeurs. J'ai oublié tout à l'heure dans les événements majeurs un point important et c'est à souligner chez Sodeco, notre société belge qui intervient sur le marché industriel, que nous avons changé de dirigeant puisque c'est maintenant Peter Wartel qui dirige cette société, qui était précédemment directeur commercial de Sodeco et qui est ce soir également présent sur le chat. Donc si vous voulez discuter avec lui en temps réel, c'est également possible. Donc après ces marchés, nous allons parler des résultats et du chiffre d'affaires. Donc un chiffre d'affaires record, alors ça c'est quasiment vrai tous les ans, mais surtout en forte progression organique, hein, puisque nous avons progressé de 8,3%, ce qui sur nos marchés est une performance excellente, et de plus de 18% si on intègre le chiffre d'affaires de Rousseau, pour nous amener à un chiffre d'affaires de 369 millions d'euros. Et le résultat net qui a également bien progressé l'année dernière, à la fois en organique et au global, pour atteindre 32,4 millions d'euros en 2019. Donc là aussi, un record sur le résultat net. Parlons maintenant du résultat, de l'international, puisque sur l'international, on a eu également de bonnes progressions. Nous avons réalisé 19,2% de l'activité à l'international. De mémoire, l'année dernière, nous étions à 17,5%. Donc, bonne performance de Safeco, mais également de Sodeco. Mentionnons également que cette part internationale augmente, puisque Rousseau, la société que nous avons acquise en 2018, a une activité internationale au travers de sa filiale madrilène, je dirais située en Espagne, et ce qui explique ce 19,2%. Donc vous voyez que le nombre de pays visités augmente tous les ans, et notamment avec un petit peu plus de pays visités en Afrique cette année. Un mot sur le résultat opérationnel sur les 4 dernières années. Et vous voyez que, alors là c'est un graphique que l'on vous montre pour voir clairement quelle est la progression organique du résultat opérationnel par trimestre. Donc vous voyez qu'en 2016, on était plutôt dans le négatif. En 2017, une année, rappelez-vous, exceptionnelle, puisque en moyenne sur l'année, nous avions un résultat opérationnel qui avait progressé de plus de 10%. 2016, une année, je dirais, de transition, avec une croissance assez modérée en organique. Et 2018, pardon, cette année de transition. Et 2019, une forte accélération sur les 2 derniers trimestres. Qui est due en grande partie déjà à la faiblesse de l'année de référence 2018, N-1, mais également à ce phénomène pompe à chaleur que j'avais déjà mentionné avant, mais également aux performances de toutes les filiales. Sur ce résultat opérationnel, Patricia, tu veux peut-être nous amener un éclairage plus financier et donc nous allons t'écouter à ce sujet. Donc, si nous prenons en fait le résultat opérationnel sur la partie croissance organique, nous pouvons souligner que le résultat opérationnel augmente de 8,3 pour 8,2%, alors que le chiffre d'affaires en fait augmente de 8,3%. Donc, nous sommes en ligne finalement avec l'évolution du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel a quand même été challengé par l'effet euro-dollar, puisqu'il a été beaucoup moins favorable en 2019 comparé à 2018. Parce que 2018, on est allé sur une parité euro-dollar à 1,25 et sur 2019, on était plutôt sur du 1,12. Donc effectivement, les filiales qui ont des approvisionnements significatifs sur l'Asie ont vu leur rentabilité impactée. C'est le cas en GSB de Mecafer Domac et de Dipra Rousseau. Et si on prend sur la partie robinette industrielle, nous avons vu effectivement Sferaco qui a eu une rentabilité challengée de ce fait. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Si on regarde notre résultat opérationnel en pourcentage du chiffre d'affaires, on remarque qu'en croissance organique, on a un pourcentage de 14% qui est une bonne réalisation. Et par contre, si on regarde le niveau consolidé 2019 en intégrant la croissance externe, on tombe à 12,8%. Je pense qu'on peut passer à l'autre slide. Ça vous montre en fait l'évolution de 2008 à 2020 de notre
2020 pas encore, mais 2019, l'évolution du résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires. Donc on voit les 12,8% qui sont au niveau consolidé et qui montrent en fait l'effet dilutif de la croissance externe. Donc nous avons intégré en 2019 le résultat opérationnel de Rousseau qui est donc dans la GSB avec un niveau de rentabilité un peu plus faible que la moyenne de la rentabilité du groupe. Ensuite, nous avons un autre indicateur qui est le ROCE. Donc c'est le résultat opérationnel, c'est un ratio qui en fait, est constitué du résultat opérationnel sur les capitaux employés. Et on note que cet indicateur est en croissance en 2019. Pourquoi? Parce que bon, on a notre résultat opérationnel qui augmente, mais nous avons aussi notre BFR qui a été en augmentation. Et donc l'un dans l'autre, nous avons une amélioration de notre ROCE. Donc cet indicateur, nous l'avions rajouté en fait en 2018. Nous allons continuer de le suivre en 2019. Donc nous l'avons fait au niveau consolidé et maintenant nous allons le descendre filiale par filiale pour arriver à le faire évoluer dans le temps et à l'améliorer. Patricia, c'est le BFR qui était en diminution. Ouais, diminution, pardon. Tu as dit augmentation. Oui, puisque c'est le numérateur sur dénominateur. Donc ensuite, on va passer à la structure financière. Donc la structure financière, on peut noter donc, dans nos chiffres clés le stock, puisque nous sommes dans une société de distribution et le stock a toujours fait partie de nos valeurs fortes. Donc nous sommes sur un niveau qui est resté stable entre 2018 et 2019 à 123 millions, alors que nous avons intégré le stock de Distrilabo. Si on compare en nombre de jours d'achat consommés, nous sommes en diminution. Donc ça, c'est le reflet en fait de nos filiales qui ont eu pour vocation à plus regarder leur niveau de stock sur 2019, puisqu'on avait la velléité à optimiser notre besoin en fonds de roulement. Donc il y a eu un travail important sur les approvisionnements, donc plus de rigueur sur les approvisionnements et une analyse plus fine sur les stocks à rotation lente. Donc ce travail va se poursuivre, ça a été en 2019 et va se poursuivre dans le temps puisque ça fait partie des indicateurs et des tableaux de bord que nous suivons dans nos filiales. Ensuite, les capitaux propres, donc après affectation du résultat, on note une augmentation et une courbe qui est toujours bien orientée. Et les emprunts et dettes financières, donc nous avions contracté certains emprunts pour financer la croissance externe. Et donc je rappelle des emprunts à taux fixe sur 5 ans, avec, si on rapporte les emprunts et dettes financières sur notre structure de bilan, nous avons en fait un très faible endettement, donc 41,7 millions. Et nous avons souscrit un nouvel emprunt en 2019 pour financer l'acquisition de Distrilabo, donc à hauteur de 5,2 millions. Ensuite, la slide suivante va vous montrer donc, la contribution du BFR à la trésorerie. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une contribution, donc l'amélioration de notre trésorerie qui passe à 32,3 millions en 2019. Elle est essentiellement issue d'une meilleure gestion de notre besoin en fonds de roulement. Donc c'est à la fois sur la partie créance client avec un délai client qui a baissé par rapport à 2018 et une gestion plus fine de nos stocks sur lequel nous allons continuer de travailler. Et donc pour cela, nous avons décidé en fait de créer un poste au niveau de Thermador Group, un poste de direction de la supply chain pour accompagner nos filiales dans une optimisation à la fois de leur stock, des entrepôts, de l'espace. Et donc ça va intervenir sur 2020 puisque le recrutement, puisque c'est une promotion interne, donc le recrutement a été validé. Ensuite, nous allons passer sur la répartition du capital, tout à fait. Donc je passe la parole à Guillaume. Alors cette répartition du capital présentée un petit peu différemment par rapport à l'année dernière et des événements importants en 2019 puisque la Financière Board, qui était un actionnaire de référence depuis plus de 10 ans au sein du capital du groupe, je rappelle que Jacques Board était fondateur du groupe et que cette financière a été créée consécutivement à son décès par ses enfants. Cette financière nous a accompagnés pendant une longue période et les enfants
de Jacques Borde, ont souhaité dissoudre cette financière, ce qui était bien légitime après toutes ces années. Et donc cette opération s'est faite au mois de novembre. Ça représentait 5,4% du capital et donc ces blocs ont été repris très rapidement. Je remercie en passant CMCIC Market Solutions de nous avoir accompagnés dans cette opération qui était délicate. Donc ces blocs ont été replacés en 2 heures sur le marché et notamment un des blocs a été repris par Crédit Mutuel Equity. Cet actionnaire qui était dans l'histoire du groupe la Lyonnaise de Banque, historiquement, et qui est actionnaire chez nous depuis plus de 20 ans, et qui donc, à l'occasion de ce transfert de bloc, a franchi le seuil des 5%, mais dans l'autre sens. Et donc, vous verrez apparaître dans le rapport annuel Crédit Mutuel Equity comme étant maintenant un actionnaire de référence. Je remercie tout particulièrement Pascal Borde d'avoir toutes ces années assuré l'interface entre sa famille et le groupe Thermador. Et je sais que elle a également, quand elle a cédé ses titres au travers de la financière Borde, réinvesti, ainsi qu'un de ses frères. Donc, bienvenue en tant qu'actionnaire individuel dans le groupe Thermador, dans le capital du groupe Thermador, et dans l'attente de se revoir physiquement à la prochaine Assemblée générale. Voilà, donc vous voyez quand même notre capital qui est toujours différent, puisque 34% du capital est détenu par les actionnaires individuels, puisque Guy Vincent, vous le savez, on en a déjà parlé, j'en reparlerai tout à l'heure, a quitté le conseil d'administration. Il rentre dans la catégorie des actionnaires individuels, et donc ce pourcentage détenu par les actionnaires individuels va passer l'année prochaine à 39%. Vous voyez dans cette répartition du capital une part qui apparaît en rouge, 8,7%. Cette part, elle appartient aux salariés qui sont salariés actifs dans le groupe et aux salariés retraités. Ça montre l'attachement des salariés au projet du groupe Thermador, mais également l'attachement des salariés quand ils quittent le groupe pour vivre une retraite méritée et paisible. Et c'est vrai que nous nous sommes donné l'objectif de monter à 10%, objectif qui va être, je l'espère, bientôt atteint. En tout cas, nous serons aidés par l'opération que j'ai décrite tout à l'heure, l'opération FCPE 2020, puisque ce 8,7 va se transformer l'année prochaine en 9,7 ou 9,6, nous verrons au moment du TPI en novembre 2020. Voilà pour la répartition du capital. Donc, nous avons terminé sur les événements majeurs, les chiffres 2019. C'était quand même l'objectif principal de cette Assemblée générale. Et nous allons céder la parole sous forme de vidéo à nos commissaires aux comptes. Donc nos commissaires aux comptes, nous les avons invités. Voilà, ça va se faire via vidéo. Donc nous avons Stéphane Guichard, donc nous avons 2 commissaires aux comptes. Donc le cabinet Royer qui sera représenté par Stéphane Guichard et le cabinet Mazars représenté par Frédéric Morel. Donc les rapports qui seront présentés, donc les rapports sur les opinions sur les comptes annuels et les comptes consolidés, puis l'opinion sur le rapport spécial qui traite des conventions réglementées. Donc je laisse la parole d'abord à Stéphane Guichard. Mesdames et messieurs les actionnaires, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter, au nom du Collège des commissaires aux comptes, les rapports que nous avons établis à votre attention. Ces rapports ont été mis à votre disposition par votre société. Comme le veut l'usage de cette assemblée, je vous propose donc de ne pas les lire intégralement et de limiter mes commentaires aux rapports relatifs aux résolutions soumises à votre approbation aujourd'hui. Les rapports concernés sont au nombre de 3. 2 portent sur les comptes et 1 sur les conventions et engagements réglementés. Je commencerai par notre rapport sur les comptes annuels qui font l'objet de la première résolution. Ces rapports ont été préparés selon les principes comptables français et nous avons considéré que l'évaluation des titres de participation
était un point clé de l'audit de l'exercice 2019. En conclusion de nos contrôles, nous certifions les comptes annuels sans réserve. Je poursuivrai sur les comptes consolidés qui font l'objet de la deuxième résolution. Ceux-ci ont été préparés selon le référentiel IFRS. Nous avons considéré comme point clé de l'audit de l'exercice 2019 l'évaluation des écarts d'acquisition et l'évaluation des stocks de marchandises. En conclusion de nos contrôles, nous certifions les comptes consolidés sans réserve. Par ailleurs, sans remettre en cause l'opinion exprimée, nous attirons votre attention sur le paragraphe 2 de l'annexe relative aux nouvelles normes IFRS 16 contrat de location dont l'incidence au 31 décembre 2019 est présentée dans cette même note. Mesdames, Messieurs les actionnaires, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à mon confrère pour la lecture du rapport sur les conventions et engagements réglementés. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés. Je vais vous en faire une synthèse. Deux types de conventions. Conventions et engagements soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Nous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement autorisé au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale. Deuxième type de convention, les conventions et engagements déjà approuvés par l'Assemblée générale. Il s'agit des conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. Deux conventions, les redevances de location-gérance des fonds de commerce et location des locaux de stockage et des locaux administratifs avec certaines sociétés du groupe. Votre société a enregistré les produits suivants pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. 3 sociétés sont concernées, Thermador, Sferaco, Jetli. Le montant total des redevances de loyer s'élève à 2 576 000 €. Le montant total des redevances sur le chiffre d'affaires s'élève à 3 075 000 € et le montant total des redevances matérielles s'élève à 2 000 €. Votre conseil d'administration a précisé que, compte tenu de l'organisation du groupe, la poursuite des conventions réglementées de location-gérance et de loyer est nécessaire à l'activité. Autre convention, les engagements de rémunération envers les mandataires sociaux. Votre société s'est engagée à verser une indemnité à ses mandataires sociaux en cas de départ à la retraite. Cette indemnité pour départ à la retraite est calculée de la même façon que pour celle versée à un cadre salarié, suivant les dispositions de la convention collective dont dépend votre société. Cette convention ne s'est pas appliquée au titre de l'exercice 2019. Votre conseil a précisé que cette convention est maintenue. Merci pour votre attention. Donc, je tiens. Donc, nous tenons à remercier en fait nos commissaires aux comptes, donc le cabinet Royer et le cabinet Mazars, pour ces vidéos, pour s'être prêtés à cet exercice et pour le travail que leurs équipes ont réalisé dans le cadre de l'arrêté des comptes et dans le cadre de leur mission. Oui, et Dieu sait si la fin d'année est toujours rythmée pour arriver à produire en temps et en heure notre URD au mois de février, ce qui est une performance à la fois de leur part, mais de nos équipes et de Patricia en particulier. Alors parlons de perspectives maintenant, parce que je sais que ça vous intéresse
au premier chef. Et je voudrais quand même vous reporter à la page 10 du rapport annuel où nous décrivons d'une manière assez large, mais nous préférons avoir un champ de liberté à ce sujet. Nous décrivons nos ambitions sur la prochaine décennie. Et pour le faire, nous avons regardé la décennie passée en nous disant finalement, si notre parcours sur la prochaine décennie est similaire à celui que nous avons accompli durant la décennie passée, nous serons satisfaits. Et nous sommes relativement sereins pour arriver à atteindre ces objectifs parce que, je le répète souvent, nous vendons des matériels qui sont là pour la rénovation, la maintenance, sur des besoins finalement assez primaires. Et donc nous ne sommes pas sur des phénomènes de mode, mais vraiment des besoins primaires. Alors, on parle de chauffage, on parle d'eau chaude sanitaire, mais on parle également de l'industrie qui a besoin de nos matériels pour fonctionner, par exemple. Donc nous pensons que nous pouvons traverser des périodes plus ou moins difficiles, mais nous pensons pouvoir trouver une croissance raisonnable dans les 10 prochaines années. Alors, quand on parle de croissance, de période difficile, alors, nous en avions connu une au moment de la crise financière et nous en connaissons une nouvelle, c'est le moins qu'on puisse dire, avec cette crise sanitaire qui arrive en France, enfin en Italie, en France, en Europe, en Chine précédemment. Et ma première réaction face à ces événements, c'était une réaction positive en me disant, finalement, nous allons vivre en réel un stress test. Donc on va être mis sous contrainte pendant quelques temps et nous allons voir dans quelle mesure notre groupe, nos filiales sont capables de s'adapter, de résister à ce type d'événement. Et mon premier regard par rapport à ça, c'est que, encore une fois, nos équipes se sont montrées extrêmement impliquées, souples et réactives. Et quand il a fallu, entre le lundi et le mardi, envoyer le maximum de personnes travailler à domicile, nous avons vu que nos équipes étaient prêtes, l'ont fait, même si tout n'était pas encore tout à fait câblé. Notre équipe informatique a fait en un temps très très court des performances incroyables. Et donc nous sommes parvenus à maintenir le contact avec nos clients, nos fournisseurs et maintenir un niveau de service malgré tout, tout en assurant la sécurité sanitaire de nos salariés, en donnant la priorité au travail à domicile. Bien évidemment, oui, Patricia ? En fait, on nous demandait souvent, on nous interrogeait souvent sur la transformation digitale de Thermador Group, à savoir où est-ce qu'on en était, est-ce que nous avions les choix que nous avions faits, est-ce qu'ils étaient les bons. Au final, on a pu démontrer en 2 jours le fait que nous étions capables de téléporter un nombre important de nos salariés, que ce soit au niveau informatique, téléphonie. Et finalement, la transformation digitale, on l'a vécue de manière accélérée, pas voulue, mais accélérée. Et je féliciterai quand même les comptables qui se sont mis à distance du jour au lendemain. Ce ne sont pas forcément des postes qui sont toujours faciles à traiter à distance. Et là, voilà, elles ont été plongées dans le grand bain très rapidement. Et puis, il y a nos équipes logistiques. Nos équipes logistiques, par définition, ce sont des métiers qu'on ne peut pas faire à la maison. Et donc, je souhaiterais avoir une pensée toute particulière pour eux parce qu'ils ont su, alternativement, être présents physiquement dans les sociétés. Nous n'avons eu quasiment pas de défection. Donc, dans ces circonstances-là, il faut quand même savoir garder la tête froide, faire preuve d'une certaine forme de courage, pour venir travailler physiquement au sein des entrepôts du groupe et assurer le service auprès de nos clients. Donc un grand merci tout particulier à toutes ces équipes qui sont encore là aujourd'hui, présentes pour assurer ce flux de marchandises. Et sans eux, rien n'est possible dans le groupe Thermador. C'est une chaîne et chaque partie est vraiment indispensable. Alors, vous l'avez vu dans le communiqué de presse que nous avons publié vendredi soir, nous donnons
des impacts précis sur le chiffre d'affaires de cette crise. Et on se projette sur le mois d'avril, je dirais jusqu'à la fin du confinement. Et nous pensons que jusqu'à la fin du confinement, nous serons en mesure de conserver un tiers de l'activité consolidée du groupe. Sachant qu'il y a diverses fortunes dans cet événement, puisque les sociétés qui sont impliquées dans le marché des grandes surfaces de bricolage sont particulièrement touchées, avec des baisses d'activité qui sont supérieures à 80%, parce que leurs clients sont quasiment fermés, tous. Alors il reste quelques drives ouverts, quelques clients Internet, mais dans cette activité de la grande surface de bricolage, qui représente 23% de notre chiffre d'affaires, je dirais que l'activité est en ce moment, et pour les semaines à venir, tant que le confinement sera là, très réduite. Donc, nous avons décidé de communiquer régulièrement. Donc, notre prochaine communication, ce sera à l'occasion de la publication des chiffres trimestriels. Nous redirons un mot à cette occasion sur ce que l'on mesure sur le terrain de l'impact de cette crise sur le chiffre d'affaires du groupe. Et jusqu'à la fin de cette crise, vous aurez sans doute une communication tous les 15 jours de manière à vous tenir informé de ce que nous voyons sur le marché. Donc voilà, je suppose qu'il y aura encore beaucoup de questions autour de ce sujet, de cette crise, et je vais vous laisser plutôt poser vos questions et répondre tout à l'heure dans le jeu des questions-réponses. Des choses que nous devons suivre également en dehors de cette crise, parce que la vie continue et il y a des indices qui sont importants dans le groupe Thermador. Le cours euro-dollar, et peut-être l'avez-vous suivi en ce début d'année, et peut-être vous êtes-vous rendu compte de sa très très forte volatilité. Donc ça peut avoir un impact significatif sur la rentabilité du groupe. Pour l'instant, je dirais que les choses sont bien gérées. Malgré la forte volatilité, nous avons réussi à stabiliser les cours. Donc là aussi, je pense qu'on aura une communication plus précise à ce sujet à la fin du premier semestre, au moment où nous publions nos résultats et où vous voyez effectivement l'impact sur la marge. Le marché du logement neuf, qui était légèrement décroissant en 2019, nous n'avons pas misé sur un redémarrage de ce marché en 2020, et c'est particulièrement vrai dans les circonstances actuelles. Le CITE, qui était un dispositif de crédit d'impôt, a été poursuivi sous une forme un peu différente et un petit peu rabotée. Cependant, ce dispositif continue, nous le pensons, et va continuer en 2020 à soutenir ce marché de la pompe à chaleur qui ne va pas se réduire, mais sans doute progresser moins fort. Le projet Thermacome, donc ça fait partie des projets que nous avions en 2019, sur lesquels nous avions communiqué. Et le dernier communiqué que nous avons eu sur ce projet signalait que nous avons bon espoir d'aller au bout de ce projet. Donc ce qu'on dit dans le jargon des fusions-acquisitions, d'aller au closing avant la fin du premier semestre. Et donc nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des informations concrètes à ce sujet, au sujet du dossier Thermacome. Je rappelle que c'est un projet qui est tout à fait cohérent au niveau stratégique, puisque Thermacome est une société à la fois concurrente de PB-Tube et très complémentaire, puisque les clients PB-Tube et Thermacome sont assez complémentaires, mais également les activités PB-Tube et Thermacome sont très complémentaires, avec un avantage notoire sur cette société Thermacome, qui est sa très forte notoriété, son très fort professionnalisme dans les panneaux rayonnants. Alors on parle de plancher chauffant, mais on parle également de plafond rayonnant. Et une fabrication française également. Tu as raison de le souligner. Qui est importante. Oui, puisque Thermacome achète ses tubes en France, auprès d'une usine française qui est située dans la Manche, qui s'appelle Acome, qui est une coopérative très connue, qui fabrique à la fois des câbles pour l'industrie automobile et l'industrie télécom, et qui a une part de son activité dans le bâtiment au travers de cette société Thermacome. Donc nous aurions le plaisir de nouer un partenariat industriel important avec cette usine française, et ça fait partie de ce projet, une partie intégrante, et c'est très important. Voilà, nous nous sommes exprimés dans le mot du président sur les croissances externes, et nous avons annoncé, écrit, alors c'est vrai que vous allez me dire que l'année dernière j'avais dit un petit peu la même chose,
Cette année, nous l'écrivons et très clairement, nous n'avons aucun projet de croissance externe significative dans les tiroirs actuellement. Nous avons écrit que nous allons faire une pause minimum 2 ans sur les dossiers de croissance externe. Avec les événements qui viennent d'arriver, c'est particulièrement vrai, puisque nous souhaitons concentrer nos ressources, notre énergie à l'intégration des sociétés qui nous rejoignent. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous nous sommes engagés auprès de vous et auprès de notre premier actionnaire qui était très demandeur de cette pause. Voilà pour les perspectives. Je pense que c'est le moment traditionnel de céder la parole à notre premier actionnaire, Thorsten Hans, qui prend la parole pour notre actionnaire allemand qui détient un fonds important et nous sommes dans son fonds une ligne significative. Donc nous l'écoutons et vous allez voir ils ont effectivement des avis assez marqués et parfois différents des nôtres sur un certain nombre de sujets. Nous l'écoutons avec attention. Bonjour, je m'appelle Thorsten Hans et je représente aujourd'hui l'Investment Aktiengesellschaft für langfristige Investoren. Pour ceux qui nous ne connaissent pas encore, il s'agit d'un fonds allemand composé d'entrepreneurs familiaux avec un horizon d'investissement à très long terme. Tout d'abord, je souhaite revenir sur l'annonce de notre fondateur, Guy Vincent, de démissionner du conseil d'administration. Guy Vincent a fondé la société Thermador en 1968. Il a été, depuis ce jour, l'un des piliers du groupe. En effet, je crois que tout le monde est unanime sur le fait de dire que la culture exceptionnelle présente dans chacune des filiales repose en grande partie sur son action depuis plus de 50 ans. Je veux dire merci. Merci d'avoir créé ce groupe formidable. Merci d'avoir créé un groupe aussi transparent et aussi tourné vers ses salariés. Et félicitations pour cette réussite incroyable. 2019 a été de nouveau une année exceptionnelle pour Thermador. Cette année, je souhaite souligner tout particulièrement 3 aspects. Premièrement, la décision de ralentir le rythme de croissance externe. En effet, les acquisitions peuvent créer beaucoup de valeur, mais il faut également s'assurer d'intégrer le nouveau membre du groupe. Il nous semble essentiel de se focaliser maintenant davantage sur ces intégrations. Deuxièmement, l'activité à l'export représente presque 20% de l'activité. C'est une bonne augmentation et cela confirme le choix stratégique des dernières années. Félicitations. Enfin, je souhaite saluer votre stratégie 2025, détaillée sur la page 10 de votre rapport annuel. Les priorités sur la gestion des talents, l'intégration des sociétés acquises et la transformation digitale ainsi que les aspects RSE sont les enjeux clés. Si l'exécution de cette stratégie se passe bien, je suis convaincu que la prochaine décennie sera encore une décennie de forte croissance pour le groupe. Ceci dit, il me semble important de parler également de la crise sanitaire et économique que nous vivons tous en ce moment. Dans des situations de crise, le rôle et la responsabilité d'un actionnaire devient plus important encore qu'en temps normal. C'est pour cela que nous avons décidé, et je crois pour la première fois depuis notre investissement il y a plus de 10 ans, de ne pas suivre toutes les recommandations de la direction pour le vote d'aujourd'hui. En effet, nous avons voté contre la résolution 3 et la résolution 12 et j'aimerais vous expliquer notre raisonnement. La résolution 3 concerne le versement de dividendes. Nous sommes au courant de l'importance des dividendes pour certains actionnaires et de la fierté du groupe d'avoir pu assurer des dividendes en croissance continue depuis tant d'années. Mais nous vivons dans une période incertaine. Oui, notre niveau d'endettement est faible. Et oui, nous avons les reins solides, même très solides. Mais qui sait exactement quand l'activité va reprendre et quels seront les effets aujourd'hui imprévisibles que le groupe devra affronter pendant la crise. C'est pour cela que nous croyons qu'il faut être prudent, garder une plus grande marge de sécurité et donc de ne pas verser des dividendes cette année. La résolution 12 est certainement moins critique dans le contexte actuel. Elle touche néanmoins un principe fondamental de notre philosophie. En effet, le critère d'âge ne nous semble pas pertinent pour le choix d'un PDG ou d'un administrateur. On ne peut même pas imaginer l'impact néfaste. Par exemple, si Warren Buffett et Charlie Munger avaient quitté Berkshire Hathaway à l'âge de 69 ou 72 ans.
Pour conclure, je tiens à mettre en avant les 600 collaborateurs du groupe. C'est vous, votre dévouement, votre persévérance et votre réactivité qui a fait de ce groupe une réussite incroyable. Et ce sont ces mêmes qualités qui vont nous faire sortir de la crise actuelle plus forts et plus performants encore. Merci pour votre attention et bonne soirée. Merci Thorsten pour ce témoignage vidéo traditionnel. S'il n'y avait pas cette prise de parole en Assemblée Générale du groupe Thermador, il manquerait quelque chose. Donc merci de l'avoir fait sous format numérique cette année. Et nous allons maintenant pouvoir passer aux résolutions. Alors je rappelle que les circonstances sont particulières puisque comme c'est une Assemblée Générale à huis clos, vous avez voté avant l'Assemblée Générale. Donc nous avons eu les résultats ce matin, puisque avec Vote Access, il était encore possible de voter dimanche jusqu'à 15 h. Et donc, les résultats, nous allons vous les présenter et nous allons peut-être rentrer dans le détail de certaines des résolutions, en commençant, Patricia, par les 3 premières. Donc la résolution numéro 1 concerne l'approbation des comptes annuels. Donc cette résolution a été adoptée à plus de 99,99%. Elle est nécessaire puisque c'est ce qui nous permet d'arrêter les comptes, d'approuver les comptes et après d'enclencher la distribution des dividendes. Ensuite, la résolution numéro 2 concerne l'approbation des comptes consolidés, donc de Thermador Group et de ses filiales. Elle a été adoptée également à 99,99% des votes. Ensuite, la résolution numéro 3, nous avions proposé donc la distribution d'un dividende à hauteur de 1,80 € par action. Donc c'est la distribution du bénéfice de Thermador Group en tant que entité sociale unique et pas consolidée. Donc 1 955 000, c'est le résultat de Thermador Group. Et donc le montant des dividendes est de 16 397 553,60 €. Donc c'est le montant qui est proposé en distribution. Donc là, nous avons eu une adoption à 86,17%. Alors, voilà, je pense que cette résolution, Guillaume veut rajouter un certain nombre de commentaires, puisque elle a fait la distribution de dividendes fait couler beaucoup d'encre depuis un certain nombre de jours dans les journaux. Donc voilà, donc, je pense qu'il est nécessaire qu'on apporte quelques commentaires par rapport à ce choix de maintenir cette résolution. Alors, le versement de dividendes fait effectivement couler beaucoup d'encre. Mais a suscité également au sein du groupe Thermador et au sein du conseil d'administration un débat, puisque un des administrateurs a souhaité tout particulièrement qu'on revienne sur ces sujets-là pour voir s'il était pertinent de maintenir la date de l'Assemblée générale et maintenir le dividende. Alors pourquoi maintenir la date ou la repousser pour se donner plus de champ et avoir une meilleure vision sur cette crise? Pourquoi éventuellement ne pas distribuer de dividendes ou en distribuer moins pour assurer un coussin de sécurité, parce que finalement on est face à une crise inconnue et avoir un petit peu plus de sécurité, c'est une façon de se rassurer ou je dirais d'assurer l'avenir de l'entreprise. Alors pourquoi la majorité du conseil d'administration a tout de même opté pour conserver cette date et conserver cette résolution, parce que finalement, la décision finale revient aux actionnaires et vous avez montré au travers de vos votes que vous étiez très majoritairement favorable à ce versement de dividendes. Alors pourquoi est-ce que le conseil d'administration a souhaité conserver les choses en l'état? Premièrement parce que l'année 2019 a été excellente et la distribution du dividende consécutivement à l'année 2019 fait partie, je dirais, des usages dans le groupe Thermador. Et nous ne voulions pas revenir sur cet usage au risque effectivement de trahir quelque part la confiance des actionnaires qui attendent ce dividende. Ça, c'est la première raison. Une autre raison, c'est que nous pouvons le faire et nous avons fait des simulations de trésorerie sur les 4 prochains mois pour voir si notre structure financière nous permettait d'assumer ce choix. Sachant que je vous rappelle tout de même que l'endettement net du groupe Thermador
ce que les financiers appellent le gearing, donc le taux d'endettement, ne dépasse pas 5%. Beaucoup d'entreprises cotées sont sur des endettements bien supérieurs à 50%, voire proches de 100%. Donc le taux d'endettement du groupe Thermador est extrêmement faible aujourd'hui. Ça, c'est je dirais les fondements du groupe. Hein. C'est Guy Vincent qui a marqué ça dans le marbre. Alors depuis, nous nous sommes un petit peu endettés, mais ça reste tout à fait raisonnable. Donc, respect de la position des actionnaires, de certains actionnaires et notamment des actionnaires individuels, possibilité de verser ce dividende. Et donc, c'est pour ça que nous avons acté finalement pour cette résolution. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de débat à l'issue de l'année 2020. L'année 2020 va être très difficile en chiffre d'affaires, sans doute en résultat. Et donc, en notre âme et conscience, nous réfléchirons à la meilleure option à prendre au conseil d'administration du mois de décembre, mais également à celui de février, de manière à voir si nous poursuivons ou pas cette politique qui a été menée depuis l'introduction en bourse du groupe Thermador, sachant que j'y suis personnellement assez attaché, également Guy Vincent. Nous avons toujours versé un dividende, nous ne l'avons jamais baissé depuis notre introduction en bourse. Nous avons traversé déjà plusieurs crises, donc traversons celle-là et voyons fin 2020 ce que l'on fera à ce sujet. Un point important qu'il faut bien fixer dans les esprits, c'est que la distribution de dividendes n'enrichit pas l'actionnaire. C'est un transfert de cash qui se fait, c'est vrai, mais le jour où le dividende est détaché, l'action baisse d'autant. Il faut savoir que les actionnaires du groupe Thermador ont subi la baisse du titre récemment, et ceux qui attendent le dividende pour un usage personnel, et bien souvent c'est des personnes qui sont en situation de retraite et qui attendent ce dividende pour agrémenter un petit peu leur vie de tous les jours, ces personnes attendent simplement ce versement. Voilà, pour autant, même si notre avis et l'avis du conseil d'administration majoritairement est différent de celui de notre premier actionnaire, nous respectons profondément sa position. Parce que la position de notre premier actionnaire est une position d'actionnaire extrêmement responsable qui a des vues à très long terme. Et donc pour ça, ça vaut tout notre respect et toute notre écoute. Nous allons... Oui, Patricia ? Je voulais juste préciser que le dividende est détachable le 9 avril et payable le 15 avril. Voilà. Très bien. C'était juste une précision de date. Voilà, donc ceux qui ont acheté des actions dans la journée du 8, ils ont encore jusqu'au 8 pour acheter des actions et éventuellement toucher le dividende. Alors ceux qui pensent que c'est une bonne opération d'acheter juste avant le détachement du coupon, entre nous, se trompent parce que statistiquement, c'est juste une opération nulle, sauf que vous devez payer des frais de transaction. Mais bon, ça c'est toujours un débat qu'on peut avoir. Et donc on va passer sur les résolutions 4 et les suivantes. Et nous allons commencer ces résolutions avec des remerciements. Des remerciements à notre fondateur qui a quitté cette année le conseil d'administration de son propre chef. Et nous profitons de cette occasion parce que c'est important de le faire et de le faire régulièrement. De remercier les personnes qui ont aidé à la croissance du groupe et tout particulièrement le fondateur, puisque c'est lui, en 1968, qui a pris le risque finalement d'investir son argent personnel dans une affaire et de tenter l'aventure. Aujourd'hui, cette aventure, je vous rappelle, emploie 600 personnes. Donc Guy Vincent, j'ai une pensée tout à fait personnelle pour lui, puisque c'est Éric Mentionne et lui qui m'ont recruté, qui m'ont fait confiance. Alors à l'époque, c'est une petite anecdote, hein, j'avais un gros handicap. À l'époque, c'était ma formation d'ingénieur. Guy Vincent n'aimait pas trop les ingénieurs, les trouvait un peu trop tarabiscotés et compliqués. Pour autant, je crois que j'ai fini par le convaincre parce qu'il a estimé que j'étais sans doute quelqu'un d'honnête. Et donc il s'est dit, bon, ok, il n'a pas tous les avantages, c'est un ingénieur, mais il doit être honnête, donc allons-y. Alors je précise que Guy Vincent n'était pas seul à prendre cette décision, puisque Éric Mentionne, qui était, et qui l'est toujours patron de PB-Tube à l'époque, a pris cette décision avec lui. Donc merci de l'avoir prise, puisque je suis toujours dans le groupe et toujours heureux d'y être.
Et je voudrais rappeler à cette occasion pourquoi nous devons remercier Guy Vincent pour un certain nombre de choses qui sont restées gravées dans la culture du groupe. La simplicité des process, mais lui-même est un homme simple et nous invite à l'être. Alors simplicité, ça implique de l'humilité et de la sobriété, à la fois dans notre comportement, mais vis-à-vis des gens que nous sommes amenés à rencontrer, à diriger. La prudence, Guy Vincent a toujours mis en priorité cette prudence de manière à ne pas mettre l'entreprise en danger. Et ça induit, et vous le voyez dans les comptes, l'indépendance financière, une grande transparence. Et là, sur cette valeur-là, sur cette façon de faire, il était réellement précurseur, puisque nous sommes encore une des rares entreprises en France à pratiquer au niveau de nos filiales la transparence des salaires, mais ça ne s'arrête pas au salaire, puisque pour les salariés de nos filiales, nous donnons de l'information filiale sur le chiffre d'affaires, les résultats. Donc ils sont véritablement impliqués, ils ont une vision, je pense, assez claire de ce qu'on fait et de là où on va. Il est toujours fervent défenseur de l'efficacité, donc pas de fioritures, allons à l'efficace, gagnons du temps. Il dit, Guy Vincent, et c'est quelque chose que tout le monde retient dans le groupe, que le mot bénéfice, ça veut dire bien faire. Donc avant de se préoccuper des résultats financiers, occupons-nous tous les jours de bien travailler et les résultats viendront. Une très forte notion de partage dans le groupe Thermador. Guy Vincent est un homme véritablement généreux. Il l'a montré à titre individuel auprès d'un certain nombre de salariés et dirigeants du groupe, mais également dans le process, puisque dès le début de l'aventure, dès qu'il y a eu des résultats, les résultats ont été partagés. Il n'a pas fallu qu'on attende l'obligation de l'intéressement ou de la participation pour le faire. Un intéressement maison a tout de suite été mis en place. Très fort respect des personnes, et donc c'est très important dans le management, même si certains doivent diriger, ils doivent toujours se comporter comme dans une forme de respect avec les personnes dirigées, et également lui qui a mis en avant l'importance de la confiance. À partir du moment où les personnes qui travaillent dans le groupe ont confiance, à partir du moment où nos actionnaires, nos clients, nos fournisseurs ont confiance, nous pouvons véritablement avancer. Donc merci encore, Monsieur Vincent, d'avoir su graver dans le marbre ces valeurs. J'en ai sans doute oublié. Et je garde le contact avec vous, bien évidemment. Et vous rentrez maintenant dans la catégorie des grands actionnaires individuels, toujours avec une position tout à fait particulière, puisque vous êtes le fondateur du groupe. Dans les remerciements des administrateurs qui quittent le conseil d'administration, un mot également pour Laurence Ravet, qui restera dans l'histoire comme la première salariée membre du conseil d'administration. Elle a fait son parcours avec énormément de sérieux. Elle s'est sentie, et c'était une réalité, investie d'une mission qui a été donnée par les autres salariés du groupe. Et donc elle a toujours pris la parole quand c'était nécessaire pour parler des intérêts des salariés dans le groupe Thermador, et une prise de parole qui a toujours été pertinente. Donc bravo pour ce parcours, merci pour ton implication, et bonne chance dans cette... c'est plus une nouvelle mission puisque ça date de l'année dernière, mais c'est vrai que tu as évolué au sein du groupe Thermador, tu as maintenant la responsabilité de la direction administrative de FG Inox, et il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes très heureux de t'avoir eu au conseil d'administration, de te conserver dans le groupe Thermador. Et puis Christophe Arquillère qui a fait un parcours court au niveau du conseil d'administration, mais c'était convenu d'avance puisqu'on souhaite que les dirigeants opérationnels se succèdent au niveau du conseil d'administration pour comprendre comment fonctionne cet organe de gouvernance. Et je remercie chaleureusement Christophe parce qu'il a amené sa personnalité. Alors tout d'abord un grand professionnalisme. Vous pouvez le remarquer au travers des résultats de Sferaco. Ce n'est pas un hasard si les résultats de Sferaco sont bons et progressent. C'est parce que Christophe a su amener son énergie et surtout une énorme adhésion des salariés au projet Sferaco. Et on a particulièrement apprécié au sein du conseil d'administration son tempérament fougueux,
toujours de bonne humeur, parfois indomptable, mais ça permet de susciter des débats, et ce qui est très important dans un conseil d'administration. Donc merci à vous tous pour votre passage au conseil, et place maintenant aux nouveaux arrivants avec Noémie. Noémie qui est une des 2 personnes qui ont été élues par les salariés au conseil de surveillance du FCPE. Et Noémie, nous proposons effectivement que Noémie rejoigne le conseil d'administration. Alors, au sein du FCPE, enfin du conseil de surveillance du FCPE, il y a un homme et une femme. Et donc, avantage est donné à la femme pour être présente au conseil d'administration de manière à respecter les équilibres au sein de notre conseil avec un minimum de 40% hommes ou femmes. Et donc, c'est pour cela qu'on vous propose sa candidature, mais également, et ce n'est pas uniquement parce que c'est une femme, parce que Noémie a de très bonnes compétences naturelles professionnelle. Elle s'est montrée efficace dans son travail chez Safeco, mais également de très bonnes compétences naturelles dans la communication, ce qui est vraiment important. Et à la fois Noémie et Christophe, qui sont les 2 représentants du personnel, ont eu un rôle très important dans la réussite de l'opération FCPE 2020. Donc vous voyez que Noémie a été élue à plus de 96%. Et donc, nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Conseil. Rendez-vous demain matin, 8h15, ou 8h, je crois. Ensuite, Yves Ruget. Yves fait partie des dirigeants opérationnels et qui vont faire un parcours de 2 ans au sein du Conseil de manière à bien comprendre les mécanismes de gouvernance. Yves est également dirigeant de la société Thermador. C'est lui qui m'a succédé dans la direction opérationnelle de Thermador. Alors c'est vrai que c'est un vrai symbole puisque Guy Vincent quittant le conseil, Guy Vincent ayant créé Thermador, est symboliquement remplacé par Yves qui dirige opérationnellement Thermador et avec maestria, je dirais, puisque l'année 2019 a été une année absolument fantastique pour Thermador. Bienvenue à Yves, qui lui aussi est handicapé puisqu'il est ingénieur de formation, mais je pense qu'il a énormément de qualités et qu'il sera d'un très bon apport au niveau du conseil. Et puis le dernier, alors donc il a été élu lui aussi à plus de 95%. Et le dernier administrateur, Lionel Gray. Vous voyez, les ingénieurs se sont un peu multipliés dans le groupe Thermador, puisque c'est également la formation d'origine de Lionel. Lionel est quelqu'un d'extrêmement investi, d'extrêmement valeureux, puisqu'il a démarré l'affaire Accélère de rien. Et vous savez, c'est très très difficile de rentrer sur un marché avec un chiffre d'affaires égal à 0. Et depuis des années, il fait des performances de développement de chiffre d'affaires qui sont extrêmement significatives. Et pour lui, ce sera une occasion, là aussi, de voir comment fonctionne cette instance de gouvernance, avec son regard très commerce, très analytique. Nous sommes sûrs que ce sera une bonne pierre à l'édifice de ce conseil d'administration. Il a été également élu à plus de 95%. Voilà pour les résolutions 4, 5 et 6. Passons aux prochaines résolutions. Alors nous parlons là des éléments de rémunération des dirigeants qui sont également présents au conseil d'administration. Donc il s'agit de Patricia et de moi-même. Donc approbation des éléments de rémunération à 94%. Donc certains investisseurs souhaitent que nous rentrions encore un peu plus dans le détail et notamment sur les critères utilisés. Donc chose que nous ferons l'année prochaine dans notre rapport annuel. Vous pouvez trouver toutes les explications dans le rapport, page 24 je crois. 34 et 35. 34 et 35. Et vous voyez également l'approbation de la partie variable de nos rémunérations à Patricia et à moi, qui ont été approuvées à plus de 99%. Et Patricia et moi tenons à vous remercier. Qui sont des rémunérations variables qui portent en fait sur l'année 2019. Voilà. Alors c'est vrai que certains dirigeants de sociétés cotées ont pris la décision de diminuer leur rémunération en constatant les événements actuels. Cette rémunération variable, que ce soit pour Patricia ou moi, sera mécaniquement diminuée si nos résultats opérationnels diminuent l'année prochaine. Et donc, je dirais que si la crise impacte fortement les résultats du groupe, nos rémunérations variables seront impactées également fortement. Je te passe la parole sur l'approbation des conventions réglementées. Tout à fait.
Donc la résolution numéro 10, donc, elle a été approuvée à plus de 99%. Elle concerne les conventions réglementées, donc ça fait partie du rapport spécial qui vous a été présenté par nos commissaires aux comptes. Donc, nous avons 2 types de conventions réglementées. La convention de location-gérance avec Thermador, Sferaco et Jetly. Donc Thermador Group, en fait, loue les fonds de commerce à ces 3 filiales qui rémunèrent Thermador Group à hauteur d'un certain montant de loyer arrêté. Donc on a cette convention réglementée. La deuxième concerne les mandataires, les engagements de rémunération envers les mandataires sociaux en cas de départ à la retraite. Donc cette convention s'est poursuivie en 2019, mais elle ne s'est pas appliquée puisque nous n'avons pas eu de départ en retraite de mandataires sociaux. Ensuite, la résolution numéro 11 concerne l'achat d'actions par Thermador Group. Donc elle a été également adoptée à plus de 99%. Cette résolution nous permet d'acheter en fait nos propres actions. Donc ça, nous l'avons déjà fait en fait en 2018. Nous avons acheté 1200 actions, donc une petite quantité. Voilà. Et donc cette résolution décrit dans quel cadre nous pouvons intervenir sur le marché et racheter nos propres actions. Et elle fixe aussi le cours maximum, donc de 59 €, et nous donne un délai pour racheter en fait ces actions. Nous pouvons le faire sur un délai de 18 mois. Voilà. Et l'autre élément apporté par cette résolution numéro 11, c'est la description de l'utilisation que nous pourrions faire de ces actions propres détenues. Donc, par rapport aux années précédentes, nous avons étoffé cette résolution pour être le plus clair possible sur l'utilisation des actions potentiellement rachetées dans le cadre de ce programme de rachat d'actions. Donc ensuite, nous passons aux résolutions numéro 12. Donc ordre, là, ce sont des résolutions qui sont extraordinaires. Voilà, donc on est dans l'AGE. Tout à fait. Alors, la résolution numéro 12, c'est celle finalement qui a été le plus challengée par nos actionnaires, puisque vous voyez qu'elle a été votée à un petit peu moins de 77%. En regardant, alors notre actionnaire, et il s'en est exprimé tout à l'heure, notre premier actionnaire a voté contre, mais également un certain nombre d'investisseurs anglo-saxons. Pour résumer la situation et le fait qu'on atteigne ce taux relativement faible. Alors pourquoi avoir proposé cette résolution et tout particulièrement cette année? Alors c'est vrai que c'est une initiative personnelle au départ, puisque je considère que seule une personne peut avoir des missions opérationnelles longtemps dans le groupe Thermador, c'est son fondateur. À partir du moment où Guy Vincent a décidé de quitter le conseil d'administration, moi je considère que les personnes qui vont lui succéder doivent se fixer une limite d'âge, et je crois que c'est véritablement sain pour une entreprise de mettre des garde-fous pour le futur, parce qu'il ne faut pas qu'un dirigeant ou plusieurs finalement s'installent dans un fauteuil et ne veuillent plus en partir. Donc c'est pour les raisons qui m'ont poussé à faire une première étude, je dirais, statistique auprès non seulement des administrateurs, mais également des dirigeants au COMEX. Donc à peu près 25 personnes ont été consultées et je leur ai posé la question simple. Quel serait d'après vous l'âge limite pour être un dirigeant opérationnel dans le groupe Thermador? Quel serait d'après vous l'âge limite pour être un administrateur dans le groupe Thermador? Et ce que vous voyez dans la résolution, c'est-à-dire 69 et 72 ans, c'est la moyenne des réponses qui ont été données par les 25 personnes qui ont répondu, avec des écarts considérables. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui considèrent que 69 ans, c'est vraiment, vraiment trop vieux, et des personnes qui considèrent que c'est vraiment, vraiment trop jeune. Ce qui explique d'ailleurs que cette résolution a été adoptée finalement à 77%. Mais nous avons décidé de trancher et donc de partir sur cette moyenne qui me paraît tout de même raisonnable. Alors cette limite d'âge sera amenée à évoluer en fonction des évolutions de la société et de l'espérance de vie, voire de l'âge de départ à la retraite. Mais dans les années qui viennent, nous pensons que ces limites sont raisonnables. Bon, je pars aussi du principe qu'à un moment donné, les personnes expérimentées peuvent faire autre chose de leur vie
et laisser la place aux jeunes, parce que les plus jeunes ont énormément de talent, et c'est une fois qu'ils sont dans le bain qu'ils peuvent vraiment s'épanouir et démontrer tous les talents qu'ils ont. Il y a une petite précision quand même, c'est que nous avons aussi le projet de le mettre en place dans les filiales. Donc ce n'est pas qu'au niveau de Thermador Group, c'est également dans nos filiales, dans les conseils d'administration de nos filiales. Tout à fait, c'est vrai. Ensuite, la 13e résolution, c'est l'augmentation de capital. C'est une résolution qu'on fait voter tous les 2 ans, qu'on utilise très peu. Elles ont été utilisées par le passé pour faire des attributions d'actions gratuites. Pour l'instant, nous n'avons pas de projet. C'est vrai que je pense que l'année 2020 va être consacrée à d'autres types de priorités. Mais on souhaite quand même se donner la possibilité. Donc c'est une résolution qu'on fait voter. Certains ont voté contre parce qu'ils nous ont reproché de ne pas spécifier précisément que ce type d'augmentation de capital ne pouvait pas être destiné à contrer une OPA. Donc la prochaine fois que nous présenterons cette résolution, nous préciserons effectivement que ce n'est pas une pilule empoisonnée, c'est juste une résolution qui permet la distribution d'actions gratuites. Voilà, tout simplement. Et puis la 14e résolution, c'est celle qui est proposée tous les ans. Je vous la relis parce qu'elle est très courte. Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs de l'original d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra, ainsi que toute modification nécessaire des statuts. Voilà, nous en avons fini avec les résolutions. Et maintenant, nous allons avec plaisir répondre à vos questions. Nous aurions préféré le faire en réel, mais nous allons le faire au travers d'un chat et au travers de la voix d'Arlette qui va se faire pour l'occasion votre porte-voix. Alors ce soir, il y avait 250 personnes connectées. Donc nous ne pourrons certainement pas répondre à tout car il y a énormément de questions. Je commence par celle d'un actionnaire de longue date qui demande depuis début février, vous avez annoncé l'acquisition de 100% de la société Thermacome, basée dans la Manche et spécialisée dans les planchers chauffants. Depuis, plus aucun communiqué de Thermador. Où en est ce projet ? Alors, sur ce type de projet, on n'envoie pas des communiqués toutes les semaines tant qu'il n'y a pas d'évolution majeure dans les projets. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous restons sur le dernier communiqué avec l'objectif, dans le jargon des fusions et acquisitions, de terminer, closer, avant la fin du premier semestre. Donc si un événement significatif se passe, bien évidemment, nous serons amenés à communiquer vers vous, mais si nous n'avons pas communiqué, c'est que tout va bien et tout se déroule normalement. Une deuxième question, donc plus technique, je pense que ça va être pour Patricia. Dans le DEU, 4.1 facteur de risque, le schéma impact des risques / indice de probabilité mentionne avec des impacts importants le blocage. Je pense qu'il s'agit de la matrice qu'on a réalisée cette année dans le nouvel URD. C'était le blocage momentané de l'économie de la Chine ou l'Italie. C'était en fait ce point-là qui était considéré comme étant ayant un impact de risque élevé, mais un indice de probabilité faible. Voilà. Donc effectivement, quand nous avons travaillé sur notre URD, nous étions fin janvier. Voilà. Et donc, nous étions plutôt sur le risque lié aux approvisionnements en Chine. Et effectivement, on s'était dit, bon, pourquoi les approvisionnements en Chine, étant donné qu'on a plus de 37%, enfin on a 35% d'approvisionnements qui viennent de Chine. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas l'Italie, parce que c'est 34% de nos approvisionnements. Donc on avait inclus également l'Italie. Voilà. Donc c'est ce que nous avions... c'est pour ça que nous avons rajouté la Chine et l'Italie. Et on ne voyait pas... on avait effectivement un blocage, parce qu'il y avait déjà des ralentissements sur les approvisionnements en provenance de Chine. Mais on a toujours eu, dans le groupe Thermador, la volonté d'avoir des niveaux de stock de conséquents, donc 3 à 4 mois sur l'Italie, peut-être certaines fois sur la Chine, 6 à 9 mois. Donc nous avions considéré que même s'il y avait un blocage temporaire, finalement, le niveau de stock dans les filiales nous aurait permis de voir un redémarrage de ces approvisionnements.
Alors peut-être vous amener de bonnes nouvelles parce qu'on en a suffisamment de mauvaises pour souligner les bonnes. D'une part, nos fournisseurs chinois recommencent à nous livrer quasi normalement. Et d'autre part, nous sommes en contact avec nos fournisseurs italiens qui ne sont pas en danger financièrement, qui ont décidé, de toute façon c'était une obligation de fermer leurs usines quelque temps. Nous avons du stock, pas de danger financier, et donc eux et nous sommes prêts, dès que cette épidémie s'estompera, à redémarrer. Et c'est vrai que nous avons reçu de bons signaux. Alors, il ne s'agit pas de croire que c'est fini, mais de bons signaux statistiques d'Italie, d'Espagne et de France, ne serait-ce que le week-end dernier. Et donc, on ne sait pas à quel moment nous allons pouvoir reprendre des relations normales, mais nous avons la certitude que nos partenaires seront là, et bien là. Et nous également, nous serons là pour nos partenaires. Question suivante sur l'opération du FCPE. Donc, nous avons pris connaissance que les salariés pourront acquérir des titres via leur FCP grâce à l'augmentation du capital. Auront-ils une décote, une facilité de paiement? Alors, vous n'avez pas pris connaissance, puisque c'est quelque chose qui est connu depuis l'année dernière, puisque ça a été voté en Assemblée générale l'année dernière. Il y a, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une décote importante de 40% sur un cours moyen. Alors, quand nous avons calculé le cours moyen, il était de 52 €. Et donc, ils ont pu faire de l'acquisition de titres au travers du fonds pour une valeur d'à peu près 31 €. Donc, effectivement, c'est très intéressant pour les salariés. Ça fait partie du package de la loi Pacte. La contrepartie, c'est qu'ils doivent investir pour 10 ans et donc ne pas retirer leur argent sur les 10 prochaines années. Facilité de paiement. Nous avons une banque partenaire qui a aidé certains salariés effectivement pour avancer l'argent de deux manières, soit par un prêt, soit en avançant de l'argent qui était par ailleurs bloqué sur les FCPE, ce qui permet, sans sortir d'argent, de pouvoir participer au maximum à l'opération. Cette opération a été sursouscrite. Et donc il a fallu écréter, et l'écrétage s'est fait selon une règle qui a été définie au départ de l'opération, et qui a constitué à écréter les plus hautes participations, les plus hauts revenus finalement. Et après, il y avait un autre élément, c'était notre politique d'abondement. Mais notre politique d'abondement, elle existe depuis que nous avons mis en place le fonds commun de placement, donc depuis 2001. Et donc, effectivement, il y a eu également abondement sur les versements volontaires ou participation ou intéressement de nos salariés. Donc là, on a conservé le même fonctionnement. Là, ce qui a un peu changé, c'est que nous avons décidé de l'étendre à d'autres pays, puisqu'on n'était que franco-français, et on a décidé de convier nos salariés espagnols et nos salariés belges également, dans le cadre de cette opération. Vous avez indiqué en janvier dernier qu'à part opportunité exceptionnelle, le groupe se consacrerait en 2020 à la digestion des récentes acquisitions et à la croissance interne. Avec la crise actuelle qui va impacter nos concurrents, êtes-vous prêt à changer de politique sur la croissance externe? Non. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons en cours ce projet avec Thermacome et le fabricant Acome, qui est un très beau projet. Mais véritablement, ça ne va pas changer notre politique. Nous avons toujours autant de besoins d'intégration et de concentration de ressources sur ce que nous avons fait depuis maintenant 2015. Donc, pas d'inflexion sur ce sujet. Y a-t-il des salariés du groupe gravement malades ou pire? Quel est l'impact de la situation actuelle sur le personnel? Obligation de garde d'enfants, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons quelques salariés malades, et notamment j'ai parlé de nos salariés espagnols. Nous n'avons pas de cas graves dans le groupe Thermador. Nous avons eu des cas graves et même un décès dans des membres de la famille proche, très proche de salariés du groupe, mais pas de salariés. Effectivement, un certain nombre de salariés sont restés chez eux et ils avaient tout à fait le droit et même le devoir de le faire pour s'occuper de leurs enfants. Alors vous dire le nombre de salariés aujourd'hui qui s'occupent de leurs enfants, c'est un peu compliqué pour moi. Je n'ai pas exactement ces données en tête, mais un certain nombre, effectivement, sont chez eux et s'occupent de leurs enfants. Je précise que quand ils s'occupent de leurs enfants, on ne leur demande pas, et donc ils sont
en arrêt de travail, c'est l'équivalent d'un arrêt maladie, on ne leur demande pas de travailler en même temps. Hein, donc c'est d'ailleurs très difficile à faire hein, comme prestation. Alors, sur la dépendance par rapport à la Chine, avez-vous modifié votre sourcing? J'ai également une autre question qui est plus peut-être pour le futur, oui, de savoir si on va se détourner un peu de la Chine et revenir vers d'autres endroits, vers l'Europe. Il y a des fabrications qui ne sont réalisées, qu'on ne retrouve plus en fait qu'en Chine. Donc le souci, c'est d'avoir tout ce qui est travail sur la fonte. C'est des produits en fait qui sont essentiellement fabriqués en Chine. Donc effectivement, la difficulté, c'est il y a eu tellement de délocalisation, de retrouver des fabricants qui sont en Europe ou en France. Voilà, c'est quelque chose de compliqué. Donc rapatrier, bon, je ne pense pas que ça soit possible dans un avenir proche. Alors, je voudrais quand même redire, les fournisseurs chinois sont des fournisseurs qu'on a depuis très longtemps, pour qui, de la même façon qu'avec les fournisseurs italiens ou autres, nous avons un partenariat sérieux sur la durée. C'est des gens qui ont évolué avec nous et on ne switche pas comme ça du jour au lendemain dans le groupe Thermador d'un fournisseur à un autre. C'est des choses qu'on ne fait pas. Et je dirais qu'il n'y a pas de politique globale qui viserait à pénaliser tel ou tel pays. Nous devons sécuriser nos approvisionnements, c'est la responsabilité de chacune des filiales, et ces décisions-là sont prises au sein des filiales, véritablement. Donc je dirais que penser qu'on peut, dans un mouvement d'ensemble, switcher d'un pays à l'autre, c'est une pensée qui est très loin de l'opérationnel, parce que qualifier un fournisseur, travailler avec lui, ça demande énormément de temps de travail, de persévérance. Quitter un fournisseur, c'est lourd de conséquences. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça sur le coin d'une table. Une autre question sur le fait, pour vous ménager une trésorerie qui ne sera pas du luxe, pourquoi ne vous pas prévoir une option de paiement du dividende en action? Il s'agit d'une option et non d'une obligation pour l'actionnaire. Alors, c'est vrai que si on avait eu le temps de le faire, peut-être que nous l'aurions proposé. Je rappelle que cette option de paiement des dividendes en actions a été par le passé fortement challengée en Assemblée générale, parce qu'un certain nombre de nos actionnaires qui voient dans ce process de paiement une dilution voient d'un mauvais œil ce type de résolution, et des actionnaires très, très significatifs. Ces résolutions, en plus, sont très bien suivies par les actionnaires quand il y a une certaine décote sur le cours. Et c'est vrai que dans les opérations précédentes, nous n'avons jamais fait de décote pour ne pas pénaliser les actionnaires dilués. Et nous nous sommes projetés en disant, finalement, si on propose cette option et que le marché bouge, et qu'au moment du paiement du dividende, du détachement du dividende, le cours est inférieur au cours moyen calculé, cette opération sera juste un fiasco. Donc on n'a pas voulu retarder l'AG pour ça, au risque de faire quelque chose qui finalement ne serve pas à grand chose. Voilà les raisons qui nous ont poussés à ne pas opter cette année in extremis sur un changement de résolution et donc un décalage d'AG. Mais ça peut être une possibilité qu'on peut étudier pour 2020. Oui, en Voilà. 2020, Donc on peut réétudier cette possibilité, sachant que, je l'ai dit, ça risque d'être encore fortement challengé au niveau de l'Assemblée générale. Une question, connaissez-vous la proportion de stocks sans vente sur 12 mois et 9 mois? Alors, donner un chiffre moyen sur près de 90 000 articles, ça va être forcément faux. Je dirais que c'est un travail qui est fait sur chacune de nos sociétés, et les chiffres et les résultats sont différents de société à société. C'est un point clé, crucial, sur lesquels nous avons demandé en 2019 aux sociétés de travailler. Certains ont fait un chemin, d'autres pas. Et nous devons sans doute encore progresser. Parce que nous sommes avant tout des entrepreneurs, et nous aimons lancer des nouveaux produits, faire preuve d'innovation, et parfois nous oublions de prendre des décisions sur des produits qui ont été lancés. Je prends un exemple, avec un succès, parce que des échecs, nous les vivons également. Donc plus de rigueur dans ce domaine. Pour autant, vous donner
un chiffre précis de produits à très faible rotation dans le groupe Thermador, il faudrait caler un chiffre précis sur ce qu'on appelle la faible rotation. Et pour l'instant, je n'ai pas d'éléments précis à vous amener en consolidé. Patricia, est-ce que tu as des choses plus précises que moi ou... Au niveau consolidé, non. En fait, on le surveille. Enfin, c'est quelque chose qu'on surveille, qu'on regarde de façon détaillée par filiale. Donc, ça fait partie de nos indicateurs clés. Ça, on est bien d'accord. Après, effectivement, des sociétés qui sont en train de démarrer sur des nouveaux marchés, si on prend leur rotation lente, effectivement, ça va être significatif. Mais on ne veut pas bloquer nos filiales qui veulent pénétrer des nouveaux marchés, où il y a aussi des logiques qui sont différentes. Sur un marché de l'industrie, enfin des produits de l'industrie, la rotation lente, 9 mois, 12 mois, la logique n'est pas la même que dans la partie bâtiment. Donc donner des chiffres, étant donné qu'on a on est sur des marchés, 4 marchés différents, ça ne serait pas forcément comparable. Donc ça, ce sont des données qu'on regarde évoluer tous les 6 mois. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans par filiale, et on questionne après chaque filiale pour s'assurer qu'il y a un pilotage dans la filiale par rapport aux ventes, par rapport en fait, au niveau de stock, par rapport à la place laissée dans l'entrepôt. Donc voilà, mais ça fait partie plutôt de... Pour nous, on s'assure que c'est bien géré dans les filiales. Et c'est la main aux filiales de par leur stratégie. En plus de leur stock, on challenge les filiales également sur leur BFR, qui est un concept plus global, post-client, post-fournisseur, stock. Et c'est là-dessus qu'on souhaite que nos filiales aient un regard tout particulier et regardent finalement ce qui se fait ailleurs pour progresser elles-mêmes. Je constate que quand vous êtes en numérique, vous êtes beaucoup plus prolixe en question que quand vous êtes physiquement présent. Donc c'est bien, mais il va falloir qu'on s'arrête au bout de 2 heures parce que sinon on va y passer la nuit. Alors continue Arlette. Avez-vous fait des investissements au niveau des entrepôts sur les mètres carrés ainsi que sur leur gestion? Donc on a parlé de supply chain et c'était déjà peut-être une première réponse. Oui, alors les principaux investissements que l'on ait fait récemment, ça consiste à densifier, c'est-à-dire mettre plus de produits dans le minimum de surface. Ça se traduit par des matériels de stockage qui sont adaptés pour ça. Et c'est vrai que ça représente des investissements qui sont significatifs et réguliers dans le groupe Thermador. Les investissements qui sont en cours, c'est les racks les racks navettes que nous sommes en train d'installer dans le nouveau bâtiment qui est en cours de construction pour DIPRA. Donc là aussi, c'est typiquement du matériel qui est fait pour densifier le stockage. Nous, ce qu'on souhaite à l'avenir, c'est avoir plus de stock, toujours dans un espace maîtrisé. L'autre option que nous avons aussi sélectionnée, c'est le fait d'avoir des entrepôts qui sont plus hauts. Donc c'est déjà ce qu'on avait fait pour Jetly, Sferaco, PB Tube. Et là, pour DIPRA, on est sur en fait, une hauteur de bâtiment à 12 mètres, ce qui fait qu'on arrive à concentrer le stock sur une surface plus réduite. Et ça permet finalement d'avoir ces racks navettes et au-dessus d'avoir un stock tampon. Donc ça, c'est ce qu'on essaye. On essaye de massifier au maximum sur le nombre de mètres carrés existants par rapport au parc immobilier de la SCI Télé. Une question sur l'environnement. En matière de développement d'énergie décarbonée, avez-vous des projets d'équipement et de vos toits et parkings en panneaux photovoltaïques? Et avez-vous des projets hydrogène pour vos flottes de moyens de manutention? Alors, ce sur quoi on s'est déjà engagé, c'est le fait d'avoir le nouveau bâtiment qu'on construit pour DIPRA et Aelo. Donc, c'est un bâtiment qui était existant, qu'on a détruit une partie, on va poursuivre cette destruction. Mais on va bénéficier finalement d'un entrepôt logistique sur lequel on va installer des panneaux photovoltaïques et on va être en autoconsommation sur un bâtiment qui fait 16 000 m² et on n'est qu'en autoconsommation. Donc ça veut dire qu'on aura au moins 2 de nos filiales qui seront en autoconsommation avec cette installation-là. Après, le souci que l'on a, c'est les panneaux photovoltaïques. Pour les installer dans des bâtiments existants, il faut revoir l'installation électrique et revoir que les charpentes supportent ces panneaux photovoltaïques. Donc on va déjà finir cette installation à neuf, voir comment elle fonctionne et en tirer des enseignements pour pouvoir voir ce qu'on peut mettre en place dans les autres bâtiments. Alors en ce qui concerne les engins de manutention,
qui ont pour énergie l'hydrogène, je ne vois pas l'intérêt. Alors il faudra que cet actionnaire discute en direct avec nous parce que aujourd'hui tous nos engins de manutention fonctionnent sur des batteries donc électriques. La technologie hydrogène permet au travers d'une pile à combustible finalement d'animer un moteur électrique. Donc utiliser l'hydrogène pour transformer en électricité et ça a de l'intérêt si vous avez des engins de manutention qui fonctionnent au gaz, parce qu'effectivement, l'hydrogène est peut-être plus vertueux. Mais si vous avez déjà tout un équipement en électrique, je ne vois pas forcément l'intérêt. Donc, à rediscuter avec cet actionnaire en direct pour voir où sont les gains. Alors, une question d'un très ancien salarié du groupe. Bonjour Patricia, bonjour Guillaume. Il y a une résolution qui concernerait une augmentation du capital et probablement une distribution d'actions gratuites dans les prochaines années. Pourquoi n'y êtes-vous pas favorable ? Nous avons voté pour, puisque le conseil d'administration a proposé cette résolution. Donc nous y sommes favorables à cette résolution. En revanche, la distribution d'actions gratuites, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça n'enrichit pas l'actionnaire. Puisque au moment où vous faites cette opération, vous faites aussi de la dilution. Donc c'est un moyen, je dirais, d'animer le marché, voire d'amener un petit peu de volume et de liquidité sur le marché des titres. En revanche, aucun actionnaire ne s'est jamais enrichi avec des attributions d'actions gratuites, puisque ces actions sont créées. Et quand on crée des actions, on dilue le capital. Mais ça, à rediscuter avec ce salarié pour revenir sur ce mécanisme, de manière à ce qu'ils comprennent bien qu'il n'y a pas d'enrichissement de l'actionnaire ou d'intérêt particulier sur ce type d'opération, si ce n'est des intérêts de liquidité sur le marché. Quelle est votre stratégie d'achat revue suite au problème du Covid ? L'Italie, un de vos fournisseurs importants. Allez-vous chercher des fournisseurs alternatifs sur d'autres pays ? Alors, on y a déjà répondu, et c'est vrai que dans le rapport annuel, dans les facteurs de risque que mentionnait Patricia, vous avez déjà une liste très importante de pays sur lesquels nous avons également des fournisseurs, et au premier rang desquels la France. Et on a parlé du projet avec Acom qui nous tient à cœur. Mais vous avez également l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Turquie, le Brésil, la Hongrie. Bon, voilà. Mais encore une fois, plus que la nationalité des fabricants, ce qu'on veut, nous, c'est des fabricants qui sont là pour nous fournir du matériel de très bonne qualité, nous écouter, travailler en transparence, être placés économiquement, bien entendu. Voilà ce qui nous motive plutôt que la nationalité. Il y a aussi la partie conditions de travail, qui est aussi, ça fait partie des critères. Et je pense que ça fait partie aussi des projets sur lesquels on travaille, c'est-à-dire s'assurer qu'au niveau de Thermador Group, nous avons une démarche environnementale, mais que nos partenaires également, fournisseurs, vont dans le même sens que nous. Donc ça va faire partie des travaux d'évaluation de nos cellules achats dans les mois et années à venir. Avez-vous des catalogues produits complets accessibles à vos clients sur Internet ? Quel est le pourcentage de vos ventes actuellement sur Internet ou reçus sur Internet? Alors les catalogues des filiales sont tous accessibles sur les sites Internet des filiales. Vous tapez le nom de la filiale et vous allez voir que vous pouvez télécharger les catalogues. Les ventes Internet sont significatives aujourd'hui au niveau du groupe, sont difficiles à mesurer puisque nous avons à la fois des clients qui sont des places de marché, donc des grandes places de marché comme Cdiscount par exemple, Mano Mano, Amazon, mais également Leroy Merlin, à la fois des marchands qui sont des fois des spécialistes du web. Donc ceux-là, à la limite, on peut mesurer l'impact chiffre d'affaires, mais on a également des clients qui sont hybrides, à la fois physiques et digitaux. Et donc le chiffre d'affaires fait avec ces clients, pour nous, est global, mais en réalité, une partie significative de ce chiffre d'affaires est fait par le biais du web. Bon. Nous, ce qu'on estime, c'est que dans nos produits, sur certains produits pas trop techniques, la part des ventes via le web et nos clients spécialisés dans le web peut monter à 15-20% sans aucun problème. Et je pense qu'aujourd'hui, nos parts de marché sur le numérique correspondent à ce que nos parts de marché en physique. Donc nous accompagnons cette mutation en formant nos équipes, en nous munissant de nouveaux outils.
pourquoi ne pas profiter des taux d'intérêt faibles ou utiliser notre cash pour ne pas acheter les locaux que l'entreprise occupe et compte occuper longtemps, pour diminuer les charges récurrentes de l'entreprise? Oui, alors ça c'est une vision, je pense, financière, pour moi un petit peu court terme, dans le sens où nous, ce qu'on estime dans le groupe Thermador, c'est que pour travailler, nous avons besoin d'une équipe exceptionnelle, nous l'avons. Nous avons besoin de moyens de stockage, nous les possédons et nous avons la maîtrise de ces moyens de stockage. Et c'est très important de pouvoir les adapter en fonction des besoins des filiales. Nous avons besoin d'une informatique ultra performante, d'un peu d'argent, de beaucoup de savoir-faire. Et vous voyez que l'immobilier, à l'intérieur de ce nombre de moyens nécessaires pour bien exercer notre métier, l'immobilier a une part prépondérante. Et c'est vrai qu'historiquement, on a bien aimé posséder nos bâtiments de manière à pouvoir répondre précisément aux besoins des filiales et avoir toujours un petit coup d'avance sur la possibilité d'extension. Je dirais qu'aujourd'hui, la position reste la même. Alors c'est vrai qu'on nous a proposé le refinancement de ce parc immobilier de manière à dégager des ressources financières pour faire autre chose. Pour l'instant, très réellement, le cash qu'on génère tous les ans suffit et on a une aide quand même significative au niveau des emprunts bancaires et des découverts de la part de partenaires qui jouent tout à fait le jeu avec nous. Pour ne pas les citer, c'est la Société Générale et CIC. Ensuite, le fait d'être propriétaire de nos bâtiments, ça nous permet de faire évoluer les bâtiments en termes de réglementation, tout ce qui est protection incendie, donc c'est le fait d'avoir cette notion d'être propriétaire fait qu'on met à disposition de nos filiales des bâtiments qui sont en bon état, qui répondent à la réglementation, qui sont évolutifs, et on est capable effectivement d'accompagner nos filiales, puisque nos filiales réfléchissent sur comment optimiser les stocks, et nous on est capable de faire évoluer tous les réseaux d'incendie et de répondre aux demandes de nos filiales. Si on était dans un système où on était de locataires, on n'aurait pas la même réactivité et la même prise en compte des besoins en fait, des exploitants qui sont nos filiales. Donc ça, c'est quand même relativement important. Et la proximité également, puisqu'on a quand même la possibilité d'avoir tout un réseau de filiales dans une même zone. Le transport, on arrive à mieux travailler la messagerie. Donc ça, c'est forcément l'intérêt d'être propriétaire, d'avoir capitalisé à travers le temps, à travers un parc immobilier qui est quand même valorisé à plus de 60 millions et qui fait partie de la richesse de Thermador Group. Alors, en ce qui concerne les frais, je voudrais redire que la société immobilière du groupe, Teli, est extrêmement maigre en frais, puisqu'elle n'embauche qu'une salariée et cette salariée est en mi-temps ou temps partiel. Quart de temps. Il s'agit de Patricia qui est gérante. Donc les actionnaires qui auraient peur que ça génère des frais, je pense que c'est le contraire. Si on devait faire appel à une société extérieure pour nous louer les bâtiments, les frais seraient nettement supérieurs. Serez-vous présent au prochain salon actionnariat? Oui. Oui. Fidèle au poste. Ça, c'est pour les actionnaires qui veulent bien venir à Paris au mois de novembre et nous les rencontrerons avec plaisir. Nous avons toujours été présents sur Actionnariat. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore, Patricia? Je ne sais pas. Pardon. Personnellement, je ne sais pas. Ça y est, encore d'autres, mais je pense à mon heure de fatigue. Là, je pense que vous pourrez y répondre par mail et on pourra dire aux actionnaires qu'on répond par mail parce qu'il y en a encore, mais voilà, elles se recoupent toutes sur le sourcing. Ce matin, peut-être qu'on peut répondre à une question qui nous a été posée ce matin, qui peut intéresser tout le monde. Nous avons un certain nombre de salariés aujourd'hui en chômage partiel. Je rappelle que cette mesure qui est proposée par les pouvoirs publics est une mesure qui, avant tout, est là pour éviter les licenciements et le chômage. Et nous comptons bien passer cette crise que nous estimons courte dans l'histoire de Thermador, passer cette crise en gardant tous nos salariés parce que nous voulons absolument conserver nos salariés prêts, motivés, en forme pour participer à la reprise parce que reprise, il y aura. Voilà pour... Il y a une petite précision quand même par rapport au chômage partiel et au traitement du chômage partiel, puisque l'État couvre 84% du salaire et la décision a été prise
au sein de Thermador Group et de ses filiales, de couvrir l'écart et donc de faire en sorte que les salariés qui sont au chômage partiel par voie de fait aient 100% de leur salaire d'assuré. Donc ça, c'est une mesure qui est actée. Voilà. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, le chômage partiel, c'est vraiment c'est le dernier recours. On a mis en place le télétravail, on a mis en place les salariés qui souhaitaient bénéficier d'arrêt maladie pour garde d'enfants en ont bénéficié. Ceux qui souhaitaient, qui étaient en fait en cas sensible de santé, idem, ils ont eu en fait un arrêt de travail. Donc on est arrivé jusqu'au bout. Il y a également eu nos salariés qui ont avancé leurs jours de congé, consommé des jours de congé de manière à être vraiment maximum opérationnel au moment de la reprise. Ma responsable de la communication me signale que le replay ne fera que 2 heures et que donc il est temps de conclure. C'est vrai que c'est sans doute dans l'histoire du groupe l'Assemblée Générale la plus longue. Alors elle était sur le web, elle a été très longue. 1000 excuses, mais c'est vrai que vous avez quand même contribué à cette longueur au travers de vos questions. Donc certaines ont été sans réponse, mais nous y répondrons dans les jours qui viennent directement puisque nous avons vos adresses mail, donc on se permettra une petite réponse, soit par téléphone, soit par mail en fonction de la complexité. En vous remerciant énormément pour votre participation digitale ce soir et pour vos votes, parce que je peux vous dire qu'atteindre plus de 65% de participation de votants alors que cette assemblée se tient en huis clos, c'est vraiment une performance. Donc merci à tous. Merci beaucoup.